Du coup, on va commencer. On est pour l'instant en petit comité aujourd'hui. Je suis accompagné de Jérémy qui va répondre un coup de main sur la réponse aux questions si vous en avez. Donc, comme d'habitude, il y a le petit menu questions dans l'interface de GoToMeeting sur laquelle vous pouvez poser des questions si vous en avez. On tâchera d'y répondre en live et si on n'a pas le temps de tout faire, on le fera en différé dans un second temps. Ce qu'il faut savoir, comme d'hab, pareil, le webinaire, le lien vers le replay sera envoyé ensuite par Chloé. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la protection, alors la surveillance slash protection de Office 365 grâce à un des modules de ThreadSync Plus qui est ThreadSync Plus SaaS. Hop là. En gros, d'un point de vue agenda, alors je vais faire juste un toute petite intro sur ThreadSync Plus NDR. Normalement, il devait y avoir un webinaire il y a 2 semaines sur comment faire une démo ThreadSync Plus NDR. J'avais la grippe, désolé. Du coup, ça a été décalé. Et si je dis pas de bêtises, ça a été reprogrammé à la semaine prochaine. Donc, on en parlera plus dans le détail. Là, l'idée, c'est vraiment de faire juste un petit focus dessus. Il y aura deux, trois slides. Et pour quelque chose de plus détaillé, il faudra nous rejoindre la semaine prochaine. C'est mercredi ou jeudi, je vérifierai tout à l'heure. Ensuite, sur la partie ThreadSync plus SaaS, on va dire il y aura 5 parties. En gros, pourquoi il faut faire de la protection de Microsoft 365, quelques cas d'usage, comment ça marche, ThreadSync plus SaaS en action, c'est pour montrer sur un cas d'attaque de brute force. On fera un petit tour sur l'interface de démo également, que je vous montre ça sur la partie WatchGuard Cloud. Et ensuite, on va faire une petite passe rapide sur les exigences, les prérequis, on va dire, et comment est-ce qu'on le configure. Alors, vous verrez, c'est relativement simple. Et puis pour terminer, on fera un petit focus sur les perspectives et t'as traduit le et les fonctionnalités futures qui vont arriver. Parce que on va dire toute la plateforme ThreadSync Plus, c'est quand même un assez gros morceau. Il va se passer pas mal de choses là-dessus, donc on va en parler rapidement sur la fin. Et pour terminer, réponse aux questions auxquelles Jérémy n'aura pas ou n'aurait pas répondu pendant le déroulé de la présentation. Alors, allons-y. Du coup, ThreadSync Plus NDR, comme vous le savez, c'est issu du rachat. Alors, la partie ThreadSync Plus au sens large est issue du rachat de Silas qui a été fait fin 2023 aujourd'hui. Et donc, en gros, il y a plusieurs modules, plusieurs produits au sein de ThreadSync Plus. Il y a la partie NDR, dont je vais parler rapidement ici. L'idée, c'est de faire un focus en gros sur le trafic nord-sud et est-ouest. Donc, c'est plus sur la partie réseau, donc NDR pour Network Detection and Response. Dans l'idée, en fait, c'est d'alimenter l'IA de ThreadSync Plus avec de la télémétrie issue d'équipements réseau. Alors au sens large, dans le sens où forcément tout ce qui est firewall, WatchGuard, aussi bien Firebox Cloud que Firebox tout court, on va pouvoir récupérer la télémétrie et alimenter ThreadSync Plus NDR avec. Mais du coup, je dis au sens large parce qu'on peut aussi ouvrir ça, cette analyse de télémétrie et de log à d'autres éditeurs, d'accord, de firewall. On peut récupérer également des informations liées à du DHCP. Et donc tout ça, c'est pour permettre de faire une analyse plus large, d'accord, et d'avoir cette visu, alors surtout le trafic est-ouest qui va être super intéressant. Comme je disais, on va en parler plus dans le détail la semaine prochaine sur le webinaire qui va être dédié à ça. Ce que va permettre la plateforme, alors déjà une petite chose, la partie rémédiation aujourd'hui n'est pas présente, on en parlera tout à l'heure sur les évolutions futures. Donc on va retirer ça, mais en gros ça permet de faire de la gestion d'incidents avec deux types en gros d'alertes, des smart alertes et des policiers alertes. Je vous le montrerai sur la partie SaaS parce que il y a les mêmes types d'alertes en gros qui vont être utilisés également. Ça permet d'ailleurs de faire de l'investigation, donc de visualiser des informations. Il y a de la sécu, il y a des mécanismes de corrélation de log et de priorisation également des incidents qui vont être apportés par la solution. Donc c'est bien, ça permet de gagner du temps. On sait tous, hein, on a tous des logs de firewall un petit peu dans tous les sens. Généralement, on regarde les logs uniquement quand il y a un problème, donc pour faire une ouverture de port, une application qui marche pas ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est rare. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais
de mon expérience, c'est rare qu'on aille regarder les logs du firewall vraiment pour voir s'il y a des soucis liés à de la sécurité. Et donc l'avantage de Threading plus NDR, c'est qu'il y a une IA en fait qui va tourner sur ces logs-là et qui va mettre en avant du coup des comportements ou des ouvertures de ports qui devraient pas avoir lieu, des échanges entre différentes machines, etc. Donc ça permet de faire cette analyse des logs d'un point de vue sécu. Et donc l'idée derrière, c'est encore une fois d'élever le niveau de sécurité chez les clients. Derrière, il y a une partie rapport également qui permet de faire de vérifier, de s'assurer de la conformité d'un point de vue technique et trafic réseau vis-à-vis de certaines normes, donc ISO 27001, DORA, NIS2 qui arrivera également probablement par la suite. Donc ça fait un monitoring, on va dire, en temps réel à ce niveau-là. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc c'est dispo depuis Q3 2024, la partie Threading plus NDR. Il y a des informations sur le lien qui se trouve ici, donc n'hésitez pas à le tester. Et sur le fonctionnement, un petit peu plus dans le détail. Alors pareil, on fera un focus plus précis là-dessus la semaine prochaine. On va dire un des principaux avantages, en gros, c'est que l'IA va permettre de réduire drastiquement, en faisant une analyse automatique sur les flux réseau, au sens large, encore une fois, et ça va permettre de dégrossir la pelote, parce que les logs, on sait qu'il y en a beaucoup. Ici, on a un exemple, donc 5000 adresses IP sur une semaine, ça génère environ 40 millions de flux. Et les différentes couches, en fait, qui sont embarquées dans le moteur d'IA vont permettre de réduire justement ces 40 millions de flux à 1,3 million d'événements, à 367 comportements. Donc, on sait que c'est un élément important parce qu'une attaque réseau, alors une attaque cyber, pardon, s'appuie forcément sur le réseau. Et le fait de pouvoir déterminer des comportements en fait réseau, ça permet de déceler des comportements de hackers, des déplacements sur un système d'information, etc. De ces 367 comportements, on arrive à 35 alertes, ce qui fait sur une semaine, en gros, 5 alertes par jour. D'accord. Donc c'est vraiment un outil super puissant qui permet encore une fois de mettre en avant des comportements suspicieux, chose qu'à la main, il sera un petit peu compliqué à mettre en place. Alors, c'est la première fois que je vais utiliser ça. Je vais vous faire bosser un petit peu. Généralement, c'est nous qui présentons. Il y aura deux petits questionnaires. Le premier que je vais lancer, tac, tout de suite. Là, normalement, vous devriez avoir une petite fenêtre qui apparaît. Exact. Je vois que vous êtes en train de répondre. Parfait. Quelle réactivité. En interne chez les clients, OK. Ok, bon, je suis rassuré, il n'y a personne qui dit c'est quoi Threading plus NDR. Et vous avez suivi un petit peu l'activité côté WatchGuard. Et au final, alors je sais pas si vous avez le résultat qui s'affiche, ça change un petit peu, mais on est à 36% qui l'utilisent en interne, donc chez des clients, 21% qui ont commencé à tester, et 40, ça bouge, vous me faites mentir, et 50% qui ne l'utilisent pas. Encore une fois, il y a du trial là-dessus, donc franchement, je pense que ça peut valoir le coup de lancer un trial, que ce soit sur votre environnement ou sur celui d'un client. Comme je disais, c'est du monitoring dans un premier temps, donc il n'y a pas d'effet de bord, on va dire, sur un environnement client. Donc n'hésitez pas à le tester, ça permet de mettre en avant des comportements et des informations qui peuvent être intéressantes. Parenthèse fermée sur la partie NDR. Je vais, hop là, on va partir sur la partie Threading plus SaaS. Donc, comme je vous le disais, c'est un autre module qui fait partie de Threading plus. Dans l'immédiat, en fait, la partie Threading plus SaaS permet de faire de la surveillance, on va dire du monitoring sur tout ce qui va être. Alors, je dis surveillance monitoring, pareil. Je vais enlever la partie rémédiation. On va en parler juste après. D'accord. Aujourd'hui, donc sur tout ce qui va être Office 365 et les environnements Active Directory Cloud, d'accord. Donc ça va être la surveillance au niveau des activités des différentes applications qui sont dans Office 365, au niveau de l'activité des identités, du coup, et des différents types de connexions, d'où se connectent les utilisateurs, etc. On va en parler après. Toujours pareil, même principe, d'accord. Gestion d'incidents, donc avec deux types d'alertes, Smart Alert et Policy Alert. On va en parler tout à l'heure. Ça permet de faire de l'investigation, encore une fois, sur des événements qui vont être corrélés
et sur lesquels on va avoir un niveau de criticité, on va dire, donc avec un système de notation des incidents. Et derrière, ça permet de faire du rapport, donc pour des questions de mise en conformité, rapport sur les menaces qui vont être liées et les risques pardon qui vont être liés aux menaces qui auraient été détectées sur une période donnée, sachant que ces rapports après peuvent être customisés et configurés. Donc c'est intéressant parce que ça peut donner aux clients, on va dire, de la matière sur ce que vous faites pour eux avec les services que vous leur proposez. Je vous fais bosser une dernière fois. Hop là, deuxième pôle que je viens de lancer. Donc sur les, est-ce que vous voyez des besoins de protection sur les environnements Office 365 chez vos clients? Pour le coup, tout le monde est sur oui. Ah non, il y a du non qui se réveille un petit peu. Du coup, on en a 83% de oui, 17% de non. Euh, je sais depuis qu'on a la partie endpoint protection chez WatchGuard, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. On nous reprochait un peu peut-être de pas faire de surveillance tout ce qui est Office 365 parce qu'effectivement, c'est un environnement qu'il faut surveiller. Donc aujourd'hui, c'est fait. Du coup, 81% de oui, 19% de non. Parfait. Merci pour votre participation. Allez, je vous laisse tranquille pour les questions pour l'instant. Euh, donc, ce que permet de faire la solution, hop là. Donc, l'idée en fait, et pourquoi il faut sécuriser l'Office 365, euh, c'est que les infrastructures basées sur le cloud de Microsoft, en gros, c'est intéressant parce que ça apporte de la flexibilité, d'accord? Ça permet du travail à distance de manière assez simple. Mais du coup, ça induit que mécaniquement, en gros, les données et les services vont être accessibles en ligne. Et du coup, ça va étendre la surface d'attaque d'un système d'information. On sait depuis un petit moment, les environnements, les systèmes d'information ont pas mal évolué. Et du coup, la surface d'attaque s'étend avec justement les environnements cloud au sens large, le fait d'avoir des serveurs hébergés en data center, etc. Et du coup, il faut trouver absolument des moyens de sécuriser ça. D'autant plus que les attaquants vont utiliser et exploiter justement Office 365 dans leurs actions. Les attaques de spear phishing et la collecte d'informations d'identification vont leur permettre d'accéder en fait à des données relativement facilement. Ils vont pas avoir besoin d'un accès VPN ou quoi, ils se connectent sur une instance cloud et puis peuvent récupérer des informations. Et du coup, vu qu'Office 365 ou la plateforme Microsoft 365 s'appuie, enfin un des éléments fondamentaux, on va dire, c'est la partie email. Ça fait que par extension, les utilisateurs vont être plus sensibles et plus exposés aux emails de phishing, d'accord, qui vont viser à récupérer leurs informations d'identification. En plus, ajouté à cela, il va y avoir l'absence, généralement, malheureusement, d'authentification multifacteur par défaut. Alors, c'est en train de changer parce que Microsoft est en train de le pousser de plus en plus, voire de l'imposer aux utilisateurs. Mais malgré tout, il y a énormément de sociétés qui, aujourd'hui, toujours, n'activent pas le MFA, alors que ce soit via les services de Microsoft ou via d'autres solutions, genre Hotpoint, par exemple. Et du coup, les comptes en fait vont être très vulnérables à des accès non autorisés si les informations d'identification sont compromises, d'accord, via des campagnes de phishing, etc. Donc ça rend cet environnement-là assez sensible malgré tout. En parallèle de ça, on va avoir des problématiques potentielles avec les administrateurs qui peuvent parfois mal configurer les paramètres de sécurité, d'accord, et de ce fait vont pouvoir, enfin, le fait que ce soit mal configuré, ça va faire en sorte que les autorisations de partage ou ce genre de choses, si elles sont mal faites, vont pouvoir laisser des données en fait exposées involontairement et accessibles facilement, en gros, à du monde. Donc c'est également un problème. Au-delà de ça, il y a les menaces internes qui vont être liées aux accès à privilèges, parce que les autorisations étendues de Microsoft 365 vont permettre aux utilisateurs en fait d'accéder, de déplacer ou de supprimer des données sensibles. Typiquement les comptes à privilèges. Alors c'est comme sur un environnement local hein, avec le compte admin sur un Active Directory, mais les comptes à privilèges pardon sur Office 365 tels que les administrateurs généraux vont être des cibles particulièrement appréciées des hackers parce que s'ils sont compromis en fait ça va leur permettre
d'obtenir un contrôle étendu sur le tenant et donc de faire un petit peu ce qu'ils veulent après derrière. Il y a un nouveau risque aussi qui est lié à ça. Alors je lisais des articles dessus il y a pas très longtemps. Il y a de plus en plus d'hackers qui visent ou qui cherchent à exploiter en fait les API. On en utilise de plus en plus. Microsoft 365 n'échappe pas à cette règle-là. Du coup, les intégrations d'API de solutions tierces euh, représentent également un risque pour Office 365 parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'organisations qui utilisent des API qui vont connecter des applications tierces à Office 365 et du coup, par extension, ça introduit des risques de sécurité si les applications ne disposent pas de contrôle de sécurité approprié ou si des exploitants, comme je le disais tout à l'heure, des hackers exploitent les vulnérabilités pour accéder justement aux instances Office 365. Donc la partie API, c'est quelque chose auquel il faut faire attention également. Tout ça pour dire, d'une manière générale, et en plus la sécurité côté Microsoft est assez compliquée parce que il y a un manque de visibilité qui est assez difficile à gérer. Et du coup, si on combine en gros la mauvaise gestion des environnements cloud plus le côté ouvert, on va dire, on peut exposer par inadvertance des informations sensibles qui rendent les organisations vulnérables aussi bien au risque de sécurité, mais aussi également à des sanctions réglementaires. Hein. Il y a la RGPD, etc. en Europe. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc c'est en partant de ce constat-là, effectivement, que les besoins de sécurisation, on va dire, sont importants. Euh, du coup, par rapport à ça, ce que permet la solution, en gros, s'il va y avoir trois choses, ce que je vous montrais un petit peu tout à l'heure sur une slide précédente. En gros, ça donne la visibilité sur les risques. D'accord, donc tout ce qui va être erreur de configuration, je vais y arriver. S'il y a des contrôles qui sont incomplets ou inefficaces, donc toujours d'un point de vue configuration, des politiques de sécurité qui sont pas adaptées, d'accord, des comptes anonymes ou des choses comme ça, on va pouvoir le mettre en avant sur la console et au moins derrière on sait où aller corriger par la suite pour un administrateur de la solution. La détection des menaces également va être un élément important que permet de faire la solution. Donc tout ce qui va être les attaques sur les mots de passe, le brute force, d'accord, les compromissions d'informations d'identification, l'exploitation de vulnérabilité et également le vol de données. Pareil, la solution, grâce à l'IA, en fait, va pouvoir mettre ça en avant de manière assez automatisée. Et derrière, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de générer des rapports tout ça, et que ces rapports permettent de figer, on va dire, une situation sur une période donnée. On peut, comme je le disais, hein, il y a une notion de niveau de risque qui va être rattaché à l'environnement, et du coup, ça permet de voir l'évolution dans le temps si on corrige les éléments qui représentent des failles, d'accord. Et derrière, ça permet de montrer aussi, comme je le disais, aux clients un petit peu ce qu'on fait, ce que vous faites d'un point de vue sécurisation / configuration sur leurs instances. En gros, dans le fonctionnement, alors la première étape pour faire fonctionner la partie threading plus SaaS, effectivement, ça va être la collecte des journaux de Office 365, d'accord, de Teams, Azure AD, etc. Les données ensuite vont venir alimenter le moteur d'intelligence artificielle de Threading Plus. Euh, et du coup, à partir de là, les modèles de machine learning, en gros, vont créer un trend d'activité normale, d'accord, lié à l'environnement du client. Et à partir de là, une fois que ce trend d'activité normale est défini, en gros, ça va permettre de mettre en avant justement des comportements qui sortent de cette norme et qui peuvent représenter un risque, d'accord. Donc l'avantage, c'est que tout ça se fait de manière, encore une fois, relativement automatisée. Après, on verra sur la console d'admin tout à l'heure qu'on peut paramétrer certains niveaux de déclenchement de certaines sondes, on va dire. Et puis, si des comportements au final sont détectés comme étant suspicieux par la solution, on peut, si c'est pas le cas, dire que c'est un comportement normal pour pas être alerté constamment sur les choses qui seraient normales. Donc, il y a un gros boulot qui se fait de manière automatique, mais malgré tout, on peut aller affiner un petit peu les capacités de détection de l'IA, ce qui est plutôt intéressant. Du coup, derrière, les risques et les menaces vont être détectés et corrélés. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que la solution prend un contexte global, d'accord, et en tenant compte de ce contexte global, va être capable
précisément de définir ce qui est suspicieux et de le mettre en avant dans la console. Les détails, donc comme je le disais, et les alertes, pardon, vont être classés par ordre de priorité. Donc il y a une notation qui va être attribuée à ça. Ça permet de savoir par où commencer si jamais il y a des alertes qui pop sur la console. D'accord. Et au niveau des différents comportements qui vont être surveillés par la solution, donc tout ce qui va être accès depuis des localisations suspicieuses, d'accord, des heures de connexion, pareil, qui sont un petit peu suspicieuses. Euh, des niveaux de connexion élevés, d'accord, tout ce qui va être brute force, des modifications liées à des admins, donc s'il y a une grosse vague de modifications faites par des administrateurs, d'accord, à des heures un petit peu particulières, c'est des choses qui vont être remontées également. Tout ce qui va être le fait de partager des fichiers internes vers l'extérieur, d'accord, que ce soit on va dire protégé, partagé pardon de manière publique, ça va remonter dans la console. Donc tout ce qui va être connexion à des fichiers de manière anonyme pardon, et les fichiers internes rendus publics. Donc tout ça, l'avantage, encore une fois, c'est des logs qui existent dans Office 365, dans Microsoft 365, mais qui sont peut-être assez compliqués à aller chercher ou qu'on ne va pas regarder dans une administration de la solution quotidienne. Le gros avantage que aura Threading plus ça, c'est que ça permet de concentrer tout ça à un seul endroit et d'avoir un dashboard sur lequel on peut surveiller l'ensemble des activités et de ce qui se passe sur une instance d'Office 365. Donc ça reprend ici les risques et les menaces qui peuvent être détectés. Je vais vous le montrer de toute façon sur la console de démo juste après, ça sera un petit peu plus parlant. Mais en gros, voilà, l'idée c'est de donner encore une fois de la visibilité. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur une attaque de brute force, d'accord, l'attaquant dans son fonctionnement va chercher à récupérer des comptes valides pour pouvoir se connecter. Une fois qu'il va se connecter à une instance Office 365, d'accord, il va pouvoir accéder à des données sensibles qui vont pouvoir être exfiltrées. Donc ça, c'est du classique, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est des choses qui se font relativement facilement. En plus, il n'y a pas de MFA ou de choses comme ça en plus pour protéger l'identité des utilisateurs. Donc pour les hackers, c'est du pain béni, d'accord. Donc les comptes Azure sont une cible prioritaire, effectivement. Et l'enjeu, ça va être de protéger ou de donner de la visibilité, en tout cas dans un premier temps, sur ce qui se passe sur une instance cloud. D'un point de vue configuration, après je vais passer sur l'interface de démo. Il va y avoir, en fait, d'un point de vue licence, d'accord, au minimum, il faut une licence Microsoft Office 365, un plan E1, ou alors une licence, hop là, Office 365 Business Basic. Ce qu'il faut, c'est activer la journalisation d'audit sur le tenant du client ou sur le vôtre, si vous voulez surveiller votre tenant, évidemment. Et ensuite, il faut un utilisateur dans M365 qui va avoir des rôles de Global Admin, Security Admin, Service Support Administrator et User Administrator, d'accord. Et à partir de là, la configuration ensuite doit se faire dans ThreadSync+, partie intégration, Add SaaS Integration, pareil, je pourrais vous le montrer rapidement, et on va rattacher du coup le tenant avec cet utilisateur-là à la partie ThreadSync+, pour que les logs soient remontés dans la console et que l'IA puisse faire son travail de détection. Ok. Je check juste question. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je vais faire la démo et je vais regarder sur la partie question après. Si ok, Jérémy a répondu nickel, je te remercie. Donc, petite démo. Hop là. Tout ça, comme d'habitude, ça s'administre depuis WatchGuard Cloud. Du coup, on va aller sur la partie ThreadSync Plus ici. Alors, juste pour la partie config, ça se fait ici, ThreadSync Plus, intégration, SaaS Integration. Et on va avoir, alors une plateforme de démo, on en discutait tout à l'heure avec Jérémy, il y a des choses qui remontent pas correctement, mais je basculerai sur nos comptes de démo à nous pour vous le montrer après. Mais en gros, la SaaS Integration va se faire à ce niveau-là, d'accord? Et une fois que c'est fait, donc on va avoir les informations qui vont remonter pour le coup dans ThreadSync+. Donc ThreadSync+, encore une fois, ça permet de voir tout ce qui est télémétrie lié au réseau si jamais la partie NDR est déployée, mais également ce qui va être lié à Office 365. Donc je vais aller sur la partie policier alerte.
ici, donc comme il y a des notions de NDR également, je vais retirer un petit peu tout ce qui est lié au NDR et je vais aller coucher uniquement la partie Office 365, d'accord? Je vais mettre sur une période de, j'ai quoi là? J'ai 2 pages, allez, 90 jours. Et ça permet donc de voir avec le système le niveau, le scoring de la menace, d'accord, de voir différents événements qui ont eu lieu sur le tenant que je suis en train de monitorer, d'accord, donc possible brute force, des accès, des ressources à des heures suspicieuses, des fichiers publics qui ont été, pardon, internes qui ont été rendus publics, partage de fichiers vers l'extérieur, etc., etc. D'accord. Si je clique sur donc ici on a le niveau d'alerte, à chaque fois l'importance, d'accord. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, on va avoir le lien vers la matrice du Mitre pour avoir plus d'informations sur OK, brute force, dans quel type d'attaque ça a été utilisé, comment ça se fait, etc., etc. Donc faire de la veille, ça c'est assez intéressant. On va à chaque fois avoir un petit descriptif, d'accord, donc détection d'un utilisateur qui a essayé, qui a eu plusieurs fail login pour accéder à des ressources. Hop. Si je clique sur le détail, après c'est assez guidé, on va dire, dans le sens où on a toujours une description, d'accord, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a eu une alerte, et comment, on va dire, réduire le risque lié à ce type d'alerte. Euh, Ici, ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir jouer sur la sensibilité de la sonde, d'accord. Donc là, c'est au bout de 4 tentatives que je vais avoir une alerte. Si je veux être moins sensible, je vais augmenter mon niveau. Si je veux être plus sensible, je vais le baisser ici, d'accord. Et si on descend un petit peu, donc on va avoir les différents utilisateurs qui ont été victimes de tentatives de brute force. Ok, on va avoir ici, d'un point de vue chronologique, les moments auxquels se sont passés les événements. Ok, on va avoir les adresses IP publiques depuis lesquelles ces tentatives de connexion ont été faites. Et ici, on va avoir le pays. D'accord. Si on va avoir plus de détails sur les événements, alors c'est là que je basculerai sur l'autre interface. Mais en gros, ici, sur la partie alerte, on va avoir du coup retrouver les événements liés aux utilisateurs que j'avais sur le menu principal précédent. Et en fait, alors, normalement, si je clique ici, c'est là que je vais basculer, on va avoir en fait le détail, d'accord, de l'activité et de la raison pour laquelle on a eu l'alerte. Je vous montre ça dans 2 secondes sur l'autre interface. Mais ce qu'on va avoir ici également, possibilité de faire, c'est de dire, OK, bah, en l'occurrence, je fais une exception de politique sur ce comportement-là, d'accord, parce que au final, c'est un comportement normal. Et donc, en gros, je veux plus être alerté quand Dan se trompe 5 fois de mot de passe, parce que je sais qu'il a pas les yeux en face des trous et qu'il est pas très doué avec le clavier. Donc voilà, on va pouvoir gérer toutes les alertes, d'accord, et affiner un petit peu ou donner un coup de main à l'IA pour qu'elle sache comment traiter ces informations-là. On peut mettre des commentaires dans la console, d'accord, si c'est en cours d'investigation, etc., pour éviter qu'un collègue vienne et botte sur la même alerte si ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ici, on va pouvoir, pareil, affiner donc les critères de détection, de déclenchement, pardon, de la politique et les zones depuis lesquelles on veut avoir des alertes. D'accord, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des alertes que sur des tentatives de brute force quand ça vient pas de France, par exemple, ou des choses comme ça, on va pouvoir le gérer en affinant un petit peu la politique. Et par rapport à ce que je vous disais sur le détail, je vais basculer sur une autre interface, hop là, qui est le compte de démo de Jérémy. Du coup, je vais aller pareil sur mes policiers alertes ici. Je vais faire de la même manière mon filtre sur ce qui est lié à de l'Office 365. Alors là, il faut que je joue sur la date parce que les tests ont été faits il y a un petit moment. Hop là. Parfait. Très bien. Ici, donc, j'ai un fichier qui a été partagé avec l'extérieur. D'accord. Si je clique sur l'alerte, je vais avoir, comme ce que je vous ai montré à l'instant, donc le nom d'utilisateur qui a réalisé cette action hautement répréhensible. Et par contre, si je clique ici sur le user details, donc là c'est le comportement normal que vous devez avoir sur la plateforme de démo, je pense qu'il y a un petit bug. Du coup, on va avoir le détail en fait, d'accord. Donc ce jour 14 octobre entre 9h et 9h30, il y a monsieur l'administrateur
d'accord, qui a publié ce fichier, qui a rendu accessible ce fichier, qui se trouve à l'URL suivante, sdoc ndr docx, d'accord. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est mis en avant par l'IA parce que ça représente un risque de sécurité. Il faut éviter de supprimer, de partager des fichiers comme ça avec l'extérieur, d'accord. Euh, Pareil sur cette alerte-là, hein, on va pouvoir dire, si je reviens en arrière, comme je vous montrais tout à l'heure, ok, je veux plus être alerté, ok, je vais mettre une exception sur cette alerte ici, ou alors je veux affiner ma politique pour plus qu'elle m'alerte dans ce contexte spécifique, d'accord. Donc voilà pour la partie un petit peu démo sur l'interface. Et du coup, on va aller un petit peu dans le futur, sur la suite. Comme je disais tout à l'heure, sur la partie en fait ThreadSync plus SAS, et pareil sur le ThreadSync plus MDR, d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas la rémédiation qui est présente. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va arriver par la suite. Mais dans un premier temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plateforme, donc ThreadSync plus SAS porte bien son nom parce que on va dire que ça va s'étendre à d'autres solutions SaaS. D'accord. Donc AWS, Google Cloud, Azure, donc plateforme cloud, d'accord. Faire pareil de la gestion de posture et avoir des remontées sur ce qui est configuré correctement, pas correctement, les connexions un peu suspicieuses, etc. Mais après, pour tout ce qui va être application SaaS aussi, donc aujourd'hui on fait de l'Office 365, on va avoir de l'Amazon Workspace et du Google Workspace qui vont pouvoir venir alimenter également ThreadSync plus SaaS. Donc c'est vraiment la notion de SaaS, c'est quelque chose qu'il faut voir au sens large, d'accord. Le premier G, c'est la partie Microsoft 365. Et du coup, après, les capacités de détection vont s'étendre à d'autres environnements. Et par rapport à ça, ce qu'il faut retenir dans prise en charge supplémentaire annuaire additionnelle, et il y a également sur la partie rémédiation, justement, qui va arriver en fait à partir du moment où ThreadSync Plus remontera des informations dans ThreadSync. Donc ThreadSync, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, c'est la plateforme XDR de WatchGuard, d'accord. À partir du moment où ThreadSync Plus alimentera ThreadSync, donc on pourra mettre en place des mécanismes de rémédiation sur les alertes que je viens de vous montrer. Ok, et là on aura vraiment quelque chose d'automatisé, on va dire, sur la réponse en fonction de certains incidents. Et en parallèle de ça, en fait, la partie ThreadSync Plus, au final, hop là, cliquez trop vite. ThreadSync Plus, c'est ce qui fait la partie, en gros, OpenXDR de WatchGuard, d'accord. Donc dans l'idée, c'est d'alimenter notre plateforme de sécurité unifiée avec de la télémétrie qui vient d'autres solutions. Donc comme je vous disais tout à l'heure, partie réseau, donc d'autres éditeurs de firewall peuvent alimenter notre solution en télémétrie. On s'ouvre aux environnements cloud et après donc l'idée, le PDR, etc. alimente déjà la partie XDR. Donc c'est d'avoir cette notion d'Open XDR qui va arriver par la suite avec surtout un gros morceau à mon sens, ça sera la partie rémédiation qui arrivera, qui permettra encore une fois, en fonction d'une détection sur un environnement cloud, etc., sur des comportements liés au réseau, de pouvoir apporter une réponse de manière automatisée. Ça sera plutôt pas mal. Donc c'est prévu, c'est dans la roadmap. Donc après à voir, ça va être au bon vouloir des développeurs et leur rapidité dans le codage de tout ça, mais c'est quelque chose donc, qui est prévu et sur lequel ils bossent activement en ce moment. Donc voilà pour cette petite présentation sur ThreadSync Plus. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Je n'en vois pas. Pour l'instant, je vous laisse quelques secondes si vous en avez d'autres. Jérémy, donc Jérémy a répondu, Jérémy a répondu, Jérémy a répondu. Ah bah, c'est parfait. Faut bien que je mérite mon salaire. Ouais, c'est clair, mais c'est bien, c'est bien. Ah, mais il y en a eu pas. En fait, j'avais la fenêtre était mal ouverte et je voyais pas les questions, mais il y en a eu plusieurs, d'accord. Je voyais toujours la première de, euh, je dis pas le nom pour pas, pour des raisons de RGPD. Partage de fichiers fait sur SharePoint. On peut spécifier des alertes uniquement sur certains SharePoint. Est-ce que c'est paramétrable?
que là, ouais, non, Alors, plus global. a Et priori, après, non. L'idée, c'est qu'on surveille l'ensemble, tous ouais, les aspects SharePoint du tenant. Donc SharePoint lui-même, OneDrive, la ouais, mécanique c'est de ça. partage de fichiers de Teams, etc. C'est l'objet SharePoint qui est surveillé. Ouais. L'idée Après, en générale fait, étant que, en vrai, c'est le user qui est licencié. Plus on a de chances dans les écosystèmes d'identifier une action malveillante, et plus on a de chances de la bloquer. Donc, ne pas surveiller un SharePoint spécifique n'aurait pas forcément de sens, à moins que votre métier consiste à héberger des malwares à but d'étude, par exemple, auquel cas ce serait discutable, mais non. Pardon, Alex. ouais, non, non, je Je t'en coupe. prie. Et après, c'est vrai je suis en train d'y penser, parce que tu disais que c'était l'utilisateur qui était licencié. On n'a pas parlé des licences, justement, mais tu viens de le dire. Donc, euh, donc effectivement, c'est une licence, un utilisateur. Euh, Après, il y avait des subtilités entre, c'est Office 365 et Microsoft 365, c'est ça? Ou dans Office, C'est forcément, ça. un utilisateur a une adresse mail, euh, et donc c'est toutes les adresses mail qui vont nécessiter une licence. Là où pour Microsoft 365, un utilisateur n'est pas forcément lié à une adresse mail, mais du coup la licence se fera au user, qu'il ait ou non une adresse mail. C'est ça. Alors, c'était l'une des questions posées un peu plus tôt. Oui, Euh, il va être possible d'exclure oui, des adresses, des boîtes mail dans O365 et des users dans M365. Pour autant, garder à l'esprit qu'à partir du moment où un utilisateur est connectable, alors il est attaquable. il est Donc, attaquable complètement. Ouais. on pourra retirer des comptes, bien entendu, de la surveillance et donc du licensing, mais ça reste un risque important. Il n'y a pas de compte à l'abri. D'accord. Ouais, c'est clair. Euh, et donc, le comptage de ces boîtes dans O365 et des users dans M365 dépend de la période de facturation. Je m'explique. Si vous prenez des licences mensuelles en MSSP, alors le compte de licence peut être différent chaque mois parce qu'il y a un stagiaire qui n'est plus actif. Donc, même si le compte existe toujours, mais qu'il n'y a plus aucune activité sur le compte au bout d'un mois, on arrête de le surveiller, donc on arrête de compter des licences. Pour autant, si l'utilisateur redevient actif parce qu'on prend un autre stagiaire ou parce qu'un attaquant se connecte sur le compte, alors à ce moment, ça remettra automatiquement une licence, à moins bien sûr qu'il y ait eu une exclusion du compte. Si la période d'activité, la période de licence, elle est d'un an, j'ai 30 utilisateurs qui se connectent, qui ouvrent une session dans 365 O ou M, peu importe, à n'importe quel moment de la période, ça compte une licence pour l'ensemble de la période. D'accord. Voilà. Est-il Euh, possible d'avoir une liste de tous les ouais, partages faits avec les personnes de l'extérieur? C'est ce qu'on aura c'est ce que j'ai là. tout à l'heure. Alors, ouais, exact. C'est ce qu'on a. Hop. Ici, donc c'est fait par les utilisateurs, mais après, comme je disais, alors c'est le truc que j'ai pas sur cette plateforme de démo là. Si on clique sur le détail du user activity, d'accord, ben en fait, c'est bête parce que c'est ce que je montrais sur celui de Jérémy, mais effectivement, on a la liste en fait. Ici, en cliquant sur le détail, d'accord, j'ai la liste avec le hop là, ici le chemin de l'élément qui est partagé avec l'extérieur, d'accord. Donc effectivement, on a cette liste dans la console. Le but, hein, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de donner de la visibilité en gros sur tout ce qui se passe sur le tenant, euh, et tout ce qui va être suspicieux ou défini comme étant suspicieux par l'IA, d'accord. Donc à partir de là, et après, alors, ça va un petit peu au-delà de ça. Je dis tout ce qui est suspicieux et qui va être défini comme suspicieux par l'IA, mais on va dire que d'une manière générale, en fait, il y a un rapport, tac, si je vais par ici, il y a un rapport en fait sur Office 365 et qui va mettre en avant, en gros, se baser sur les best practices données par Microsoft sur la configuration. Et en gros, tout ce qui sort de ces best practices d'un point de vue conf, ça va faire une mauvaise note sur le rapport. Et donc, parmi ces best practices, il y a le fait de partager des fichiers externes, etc., etc. On sait que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'on sait que les hackers vont l'utiliser s'ils arrivent à, encore une fois, à compromettre un compte et à se connecter sur le tenant. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller et qui sont dedans. Et d'ailleurs, je crois, est-ce que j'ai
regarde ça juste, hop là, dans mes slides cachés, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais, c'est ça, Microsoft 365 Defense Goal Report, d'accord, où il y a un ensemble de critères, d'accord, de scénarios qui vont être surveillés. Et on voit ici internal files shared externally. C'est quelque chose qui est pas bien. Du coup, ça va le mettre dans ce rapport-là. Ok. Donc effectivement, c'est surveillé par la console et on peut accéder aux informations détaillées après une liste globale pour tout le tenant. Dans le rapport, alors j'ai pas de rapport sous la main, mais ça sera à tester pour le coup. Je me demande si quand on clique sur le lien en fait qui est dans le rapport, ça emmène sur une page qui résume un petit peu le truc. Et je me demande s'il n'y a pas la liste de tout dedans. Il faudrait le vérifier ça. À regarder et sinon, ouais, ça serait à regarder. Sachant après, alors je parlais d'API tout à l'heure, donc il faut y faire gaffe. Euh, mais pareil, pour l'instant, on n'a pas publié d'API pour pouvoir récupérer des informations via API liées à Threading Plus au sens large, mais aussi c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Donc après, faire une récupération si dans la console, enfin là où je veux en venir, c'est que si dans la console on n'a pas un endroit où j'ai tous mes liens publiés depuis un tenant donné, c'est des choses qu'on pourra récupérer par API relativement facilement. Donc alors un Charles la solution peut scanner les fichiers déposés pour vérifier s'il y a un virus. Non, ça fait pas de scan antivirus sur les fichiers. À noter toutefois que le scan antivirus est globalement aujourd'hui une perte de temps. Votre antivirus, quel qu'il soit, il a une capacité de détection qui est plus proche de 0 que de 100. Donc, l'intérêt, ce sera de pouvoir identifier une menace à travers un EDR, une menace comment dire, à travers l'exécution et donc le comportement. Ouais. Donc, typiquement, ça, pour être pleinement efficace, l'idée, c'est l'EDR sur les machines qui vont accéder à la donnée. Je ne crois pas qu'il y ait d'EDR existants au sein d'une plateforme de ce type, simplement parce que s'il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de modèle Ouais, c'est ça. comportemental. Après, Euh, par contre, alors, là, c'est toujours pareil, je pars dans le futur et j'extrapole le truc. Mais on peut imaginer en fait que, alors je dis on peut imaginer, hein, mais je dis pas que ça fonctionnera comme ça. Mais à partir du moment où ça remontera dans ThreadSync, effectivement, on peut imaginer qu'un utilisateur qui a le PDR, qui télécharge un fichier depuis le tenant Office 365, qui l'exécute, il s'avère que c'est un malware. Comme ThreadSync aura cette visu globale, en gros, de ce qui se passe sur le poste de travail, de ce qui se passe dans le tenant, etc., on peut imaginer des actions qui iront supprimer le fichier automatiquement dans Office. Alors comme je dis, hein, je me projette dans le futur, mais c'est tout le but de la partie OpenXDR, c'est d'avoir vraiment cette communication qui se fait entre les différents équipements, solutions de sécurité qu'on met en place dans le système d'information. Et la partie réponse, c'est que ça puisse répondre de manière croisée en fait, en fonction de ce qui va être détecté de manière globale. Donc c'est des choses, à mon avis, qui verront le jour quand on aura la rémédiation dans Office 365. Donc effectivement, pas forcément de scan et de surveillance directement dans le tenant, mais lors de l'exécution ou autre, il y aura des actions. Euh, Est-ce qu'il existe un rapport rendant visible l'ensemble des droits par utilisateur? alors ça, non, parce que ça ne relève pas de la menace. Ouais. En revanche, vous allez avoir de la détection. Normalement, on le voit dans la liste qu'on a là. Non, on l'a pas là. Ah, ou alors c'est à travers le MDR où en fait on va surveiller des élévations de privilèges. C'est dans la surveillance d'Office 365 du MDR où on va surveiller les élévations de privilèges. Mais en vrai, Et je la liste des droits de chaque utilisateur, c'est pas un risque en soi, c'est un élément d'audit et vous aurez Ouais, ça par dans contre, 3.6.
Ouais, par contre, comme tu dis, effectivement, l'élévation de privilège, ça représente un risque euh, là, il faut le. Et je regarde juste, là, on doit avoir la liste de tout ce qui est Office 365. En fait, je suis dans la partie configuration. Euh, hop. Du coup, non, ça reprend ce qu'il y avait sur l'autre rapport. Ouais. Ouais, donc, c'est plutôt l'élévation de privilège qui va être surveillée. Un. Et le reste, bah, je crois qu'on a répondu à tout. Licence, ok. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, ou s'il y a, alors là, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. C'est quelque chose question à laquelle on n'a pas répondu. Vous savez où nous joindre. J'ai envie de dire se-france@watchguard.com, ou sur Teams, ou bon, après, vous faites comme vous voulez, numéro de téléphone. Mais du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, je vais couper Et tout. n'hésitez pas à activer le trial. Et ouais, et le trial, ouais, carrément. Mais c'est vrai en plus, parce que pour le coup, ça se fait relativement facilement et tout de suite, en gros, on voit la valeur du produit. Parce que, encore une fois, c'est des données qui existent, mais que, en tant qu'admin, on prend pas le temps de regarder. Et là, le fait d'avoir l'IA qui tourne un petit peu de façon autonome et qui détecte et fait remonter ce qui est suspicieux, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et puis pour les tarifs, bah, vous voyez avec vos cams, vos cams adorés, et puis vous discuterez de ça avec eux. Du coup, je vais terminer là le webinaire. Alors pour ceux qui seront là la semaine prochaine sur la partie NDR, Threat plus NDR, bah, la semaine prochaine. Et pour les autres, bah, à bientôt. Et Bonne passez journée. une bonne journée. Au revoir.